Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la santé. On va parler de l'aorte. Aujourd'hui, la plus grosse artère du corps. Elle peut parfois souffrir de lésions graves. C'est le cas de l'anévrisme, une dilatation de la paroi de l'artère. Il faut savoir que les anévrismes constituent la 3e cause de décès cardiovasculaires dans notre pays. Alors pour le traiter, on va parler d'une technique innovante qui consiste à implanter une prothèse directement dans l'artère. On en parle dans cette émission avec Pierre-Édouard Magnan, chef du service de chirurgie vasculaire à l'hôpital de la Timone. Bonjour. Bonjour. Et le docteur Michel Bartoli, chirurgien vasculaire dans le même service. Bienvenue. Bonjour. Alors pour commencer, on ne va pas parler de tous les anévrismes. Aujourd'hui, on va cibler sur les anévrismes de l'aorte abdominale et thoraco-abdominale. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce qu'elle se situe ? Alors, bien sûr, d'abord, comme vous l'avez dit, l'anévrisme, c'est une dilatation. Donc, le terme scientifique, c'est une perte du parallélisme des bords de l'artère. Et l'aorte abdominale, elle se situe au niveau de l'abdomen. Alors, on va le voir sur une image, sur le schéma. On va partir du cœur, c'est-à-dire, vous voyez les deux petits vaisseaux, ce qu'on voit en haut de l'écran, ce sont les artères coronaires. Puis, vous avez l'aorte ascendante, puis les artères qui sont en direction, donc, de la tête et des bras, et puis on va descendre le long de l'aorte thoracique descendante qui se situe dans le thorax, et c'est là que va se situer, on le voit bien, cette perte du parallélisme des bords de l'artère avec les artères viscérales qui nourrissent le tube digestif, puis les artères rénales qui nourrissent les reins. Le gonflement en fait qu'on a vu en bas du schéma, c'est ça un petit peu l'anévrisme ? C'est ça l'anévrisme. D'accord. Et c'est ça qui fragilise la paroi et qui expose au risque de ces lésions ensuite. Alors c'est une pathologie grave, l'anévrisme, pour resituer, il y a quand même 6000 morts par an à peu près. Alors c'est comme les accidents de voiture, c'est une pathologie grave et puis c'est surtout la complication principale, c'est la rupture, c'est-à-dire quand la paroi finalement est au maximum de sa dilatation, finalement se rompt et cela occasionne le décès du patient dans 80% des cas, ce qui est énorme. Alors qui est concerné par cette pathologie finalement et quels sont les facteurs de risque, Pierre-Édouard Magnan ? Les patients qui sont concernés sont essentiellement les hommes. Le premier facteur de risque, c'est l'âge, mais ensuite c'est le sexe. L'âge, à partir de 65 ans, il y a une augmentation de fréquence de ces anévrismes. Ces anévrismes donc, qui sont dus à l'âge, qui sont plus fréquents chez les hommes et très favorisés. Le premier facteur de risque sur lequel on peut influer, c'est le tabac. Donc ce sont des hommes qui fument après 65 ans. C'est là qu'on retrouve la population la plus fréquente d'anévrisme. Il y a une deuxième population, mais c'est beaucoup plus rare. Il y a quelques formes familiales, il y a quelques formes génétiques, mais le plus souvent, ce sont des patients qui ont les facteurs de risque de l'athérosclérose et en particulier le tabac. Alors est-ce que, on ne va pas parler du traitement en détail tout de suite, mais est-ce qu'il existe un traitement médicamenteux justement pour résorber cet anévrisme ou pas ? Alors malheureusement non. Il y a beaucoup de recherches qui sont réalisées sur ce sujet parce que on va le voir jusqu'à un certain diamètre, il est plus dangereux d'opérer les patients que de les surveiller et donc pour les anévrismes de l'aorte abdominale, jusqu'à 5 cm, on ne pourra leur proposer qu'une surveillance et le contrôle des facteurs de risque, c'est-à-dire essentiellement, comme M. Magnan l'a dit, l'arrêt du tabagisme. Alors pour le diagnostic, pour établir le diagnostic de cette maladie, on réalise plusieurs examens, dont l'échographie, c'est celui qui... L'échographie abdominale ou l'écho-doppler de l'aorte abdominale, c'est l'examen le plus facile à réaliser, c'est l'examen le moins cher, le moins invasif, il n'y a pas besoin d'injection de produits de contraste, il n'y a pas besoin de radiation ionisante pour les réaliser, et c'est donc pour cette pathologie l'examen de dépistage de référence et de préférence. C'est un examen qu'on peut réaliser soit réellement à la recherche de l'anévrisme. Il y a des essais de dépistage et de consignes de dépistage après 65 ans, ça semble efficace. Et sinon, c'est des examens, l'échographie abdominale qu'on réalise parce qu'on cherche une pathologie rénale, parce qu'on cherche une pathologie du foie, parce qu'on cherche une autre pathologie dans l'abdomen. Et c'est souvent dans ces cas-là qu'on trouve ces anévrismes qui sont totalement asymptomatiques. Ah voilà, ce que j'allais dire, on ne sent rien, quoi. Sans symptômes, il faut vraiment soit les dépister, soit les trouver par hasard.
Lorsqu'ils sont symptomatiques, en général, c'est au stade de complications et ça devient un peu tardif. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant chez les patients qui ont des facteurs de risque, donc après 65 ans, tabagiques, hypercholestérolémiques, chez les patients qui ont les facteurs de risque de la maladie. Alors pour en revenir au traitement, en fait c'est vraiment la taille de l'anévrisme qui va décider d'une intervention ou pas, parce qu'une intervention chirurgicale est préconisée. Tout à fait. Là actuellement, si vous voulez, le seul facteur que l'on a pour évaluer le risque de rupture de cet anévrisme, c'est sa taille. Les caractères morphologiques, etc., pour l'instant, sont au stade expérimental. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, pour un anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale, à partir de 5 cm, le risque de rupture devient suffisamment important pour qu'il y ait un intérêt à le traiter. Alors, donc, la plus classique d'intervention, finalement, ça se fait en ouvrant l'abdomen, mais c'est aussi la plus risquée. Pourquoi, Pierre-Édouard Magnan ? C'est difficile de dire la plus risquée, parce que quand même, l'intervention de chirurgie classique de l'anévrisme aortique est maintenant très très bien maîtrisée, avec des risques qui sont relativement faible. Mais, excusez-moi, on a laissé passer l'image où on voyait l'aorte avec la prothèse qui, dans ce cas-là, est cousue à l'aorte à la place de l'anévrisme. Les traitements endovasculaires, en permettant de ne pas faire l'ouverture du ventre, de l'abdomen, en ne pas arrêter la circulation, permettent de diminuer ce risque qui est déjà peu important, mais on arrive à diminuer le risque post-opératoire immédiat, tout compris, y compris toutes les complications graves, par la mise en place de cette endoprothèse par l'intérieur des artères. Et vous voyez que là, il faut qu'il y ait une partie sous les artères rénales, c'est ce qu'on voit partir sur le côté de chaque côté de l'aorte, au-dessus de l'anévrisme, une partie qui est saine et qui va permettre d'accrocher cette endoprothèse que l'on va glisser par l'intérieur des artères. Et ce traitement endovasculaire permet de diminuer par 3 le risque de complications graves dans le traitement des anévrismes. Alors le rôle de cette endoprothèse, là on va en parler précisément parce qu'on va parler d'endoprothèses très particulières qui s'appellent les endoprothèses fenêtrées, mais le but c'est que le sang circule mieux en fait là, à un endroit où il risque de... Alors si vous voulez, en fait elle est là pour renforcer cette poche où il faut bien imaginer que la paroi est plus fragile. Pour l'exclure complètement. Et donc elle va exclure la lésion. D'accord, alors on va rentrer dans le détail d'une nouvelle technique finalement que vous utilisez depuis quelques années. C'est les mêmes prothèses mais qui vont être avec des fenêtres. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste. C'est des prothèses qui ont été conçues, imaginées petit à petit parce qu'on savait appliquer le traitement endovasculaire qu'à certains patients. Les endoprothèses classiques, on ne pouvait les utiliser que lorsque l'aorte était saine entre les artères rénales et l'anévrisme et que donc on réduisait le nombre de patients à qui on pouvait appliquer ce traitement qui réduit le risque post-opératoire. On va le voir sur le schéma suivant. Les endoprothèses fenêtrées permettent de traiter des anévrismes qui vont jusqu'au niveau des artères pour les reins, pour l'intestin, et ça permet justement d'augmenter le traitement des anévrismes. Vous voyez ici donc cet exemple d'une endoprothèse fenêtrée. Vous voyez ce qu'on a sur les deux côtés, ce sont les reins. Vous voyez que partent du tuyau de l'endoprothèse partent 2 petits tuyaux vers les artères des reins afin de rendre étanche à ce niveau et surtout de préserver la circulation vers les reins. Alors en fait, l'idée, par rapport à la première endoprothèse qu'on avait vue au départ, là vous avez des exemples avec vous. Celle-ci, on a l'impression qu'elle est plus longue et avec des bras. Non, il faut la voir comme ça parce que donc ça c'est une endoprothèse classique avec les branches qui vont aller vers les artères iliaques au-dessus des artères fémorales. Mais vous voyez que cette endoprothèse, elle est totalement hermétique, juste au niveau de son système de fixation. Pour pouvoir monter d'un niveau le traitement lorsque l'anévrisme est situé un peu plus haut sur l'aorte et en regard des artères des reins en particulier, on a confectionné des endoprothèses. Alors d'abord on a fait des trous dedans et puis petit à petit on est arrivé à un produit qui est beaucoup plus fini et qui est fait sur mesure. On a confectionné une endoprothèse avec soit des échancrures, soit des trous
pour permettre aux artères pour les reins ou aux artères digestives de continuer à circuler, bien qu'en face, on mette en place la prothèse pour exclure l'anévrisme. Alors justement, on va regarder dans le détail un petit peu comment se passe une intervention, justement la pose d'une endoprothèse fenêtrée. Donc nous avons pu filmer une opération, donc des images un petit peu fortes pour les plus sensibles. Est-ce que vous pouvez nous les commenter? Donc vous travaillez avec des petits fils, ça s'appelle des guides plutôt? Là, on est en train de démarrer l'intervention et c'est par les artères fémorales, c'est-à-dire au niveau de l'aine, que tout va se passer, qu'on va introduire tout ce qui est nécessaire à la mise en place de l'endoprothèse fenêtrée. On travaille avec des petits guides. Ici, vous voyez les explorations préopératoires. Vous voyez le planning de l'opération qui est méticuleusement fait avant l'intervention avec des mesures. La prothèse est sur mesure, évidemment. Et la prothèse, là, avec la prothèse qui a été faite sur mesure, complètement en fonction de la place, de l'orientation des artères viscérales et des artères pour les reins et pour le tube digestif. Et je crois que ce dont on ne se rend pas très bien compte sur l'opération, c'est que toutes ces mesures, toute cette confection sur mesure qui a été réalisée, eh bien, elle est faite en amont et finalement, c'est quasiment la moitié de l'intervention qui est faite avant qu'on arrive au bloc opératoire pour la mettre en place. Parce qu'évidemment, chaque corps humain est différent et là, il va y avoir des angles pour pouvoir adapter cette prothèse aux Il y a un gros artères. travail qui est fait avec l'imagerie préopératoire, le scanner en particulier, toutes les reconstructions en 3 dimensions des scanners qui permettent de bien situer les unes par rapport aux autres, les branches pour les artères rénales et de les orienter par rapport au cadran horaire et donc ces fenêtres qui sont dessinées ne le sont pas au hasard, c'est en fonction de l'anatomie du patient et chaque patient a une anatomie particulière. C'est de la haute couture. Alors quand est-ce qu'on décide justement de proposer un traitement aussi spécifique? Dans quel cas finalement on propose ce traitement aux patients? Alors, 2 cas, on va rapidement passer sur les endoprothèses abdominales classiques qu'on a vu au début, où maintenant les études ont montré que pour un patient en bon état général, on était tout à fait en droit de lui proposer soit une chirurgie, soit une endoprothèse. C'est quelque chose qui doit se discuter avec le patient. Maintenant, pour ces endoprothèses fenêtrées, pour lesquelles on a un petit peu moins de recul, on continue à les privilégier pour des patients dits à haut risque chirurgical, c'est-à-dire pour lesquels on pense que l'opération classique, avec l'ouverture du ventre et le clampage de l'aorte, c'est-à-dire l'interruption du sang, va avoir une morbimortalité trop importante. Alors on va regarder une autre série d'images, la suite de l'intervention, donc si vous pouvez nous commenter. Donc là, on vous voit regarder en fait beaucoup d'écrans. Là, on est en train de repérer l'endroit où on va mettre en place l'endoprothèse. Vous voyez que c'est des interventions qui se passent sous radioscopie avec des rayonnements ionisants comme à la radio. Donc vous avez des protections du coup en plomb? Bien sûr, on est protégé complètement. Il faut faire très attention à ça. On suit l'intervention en fait sur un écran qui nous permet de visualiser l'aorte, la prothèse et des petits repères particulièrement radio-opaques qui vont nous permettre de l'orienter sur l'écran en fonction donc ça, c'est la prothèse, ce qu'on voit là. Ça, c'était la poignée qui permet le largage de la prothèse. Donc justement, le largage de la prothèse, donc ce que vous avez entre les mains, finalement, est contenu dans la poignée. C'est contenu, c'est plié complètement. Là, je ne pourrais pas le faire parce qu'il faudrait que j'ai le récipient, mais tout ça, c'est complètement plié dans un introducteur qui doit mesurer 6 à 7 mm de diamètre, alors que ça, en haut, ça doit mesurer 24 ou 25 mm de diamètre. On va la voir en détail, justement, cette prothèse. Là, c'est des images que j'ai filmées, donc, où elle est encore plus... Voilà, on voit ces petits trous, donc c'est ça, hein, les trous dont vous parliez tout à l'heure. Les trous pour les artères rénales, l'échancrure pour l'artère mésentérique supérieure, qui est l'artère digestive principale. Et en haut, le système de fixation qui va permettre à la prothèse de bien s'accrocher à la paroi aortique. Et ça, c'est un matériel qui s'adapte bien au corps humain? C'est du polyester, c'est un matériel qui est largement éprouvé puisque les premières prothèses vasculaires étaient faites de polyester, donc depuis plus de 50 ans maintenant. Ça a été affiné petit à petit. C'est du dacron, c'est tissé ou tricoté. Alors pendant l'intervention, vous travaillez de pair avec les personnes qui ont conçu ces prothèses sur mesure. Nous les avons interviewées, regardez.
C'est un matériel qui avait un coût élevé, dont le coût a été réduit de manière très très importante récemment. Maintenant, le matériel est en perpétuelle évolution, mais malgré tout, le champ d'application est aussi en perpétuelle évolution. C'est que maintenant, les patients qui sont traités sont des patients qui n'étaient pas traités il y a 5 ou 6 ans parce qu'on n'aurait pas osé aller sur de tels territoires, sur de telles anatomies difficiles. Et maintenant, avec la flexibilité du matériel, avec la flexibilité aussi du matériel ancillaire, on a développé aussi beaucoup de matériel ancillaire, que ce soit des sondes, des guides, des ballons, des stents, qui permettent de faire des choses qui étaient strictement impossibles il y a encore quelques années. On est dans l'horlogerie, on est dans le matériel de précision. Ces endoprothèses sont pour la plupart avec l'aide et avec les desiderata du chirurgien, sont mesurés et cotés dans un centre de planning à Londres, puis ensuite fabriqués en Australie à la main, strictement sur mesure, avec des contrôles de qualité exceptionnels. Vous êtes effectivement je pense dans les procédures endovasculaires actuellement, et peut-être dans la chirurgie non invasive, dans ce qui se fait à mon avis de plus technique et de plus précis. Alors c'est un traitement qui coûte cher parce que la prothèse est faite sur mesure, mais pour le patient ça ne coûte rien. Ça. Donc le prix au fil des années, hein, ça fait, je crois que la première endoprothèse fenêtrée c'est 98, 2000-2005 c'est la fin de la vraie mise au point de cette endoprothèse. Depuis 2005 on en pose de façon un peu plus courante et de plus en plus fréquente parce que l'endoprothèse est remboursée dans les cas de patients à haut risque s'y prêtant parce que leur anévrisme est étendu vers les artères viscérales. Donc c'est remboursé actuellement en France. Et le prix auquel l'endoprothèse est vendue et achetée par les hôpitaux a été diminué par 2 ou 3 depuis les premières endoprothèses fenêtrées. On va voir une animation qui explique plutôt bien en quoi consiste l'intervention. Donc là, vous voyez l'aorte et donc l'introducteur qui contient l'endoprothèse qui est amené jusqu'en face des artères rénales que l'on voit en haut. Donc ça, c'est ce que vous aviez tout à l'heure dans les mains, finalement. Tout à fait. C'est le corps, le premier corps de la prothèse qui est un tube dans lequel il y a les fenêtres. Et donc ces fenêtres, on va aller les cathétérisé, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire qu'on va passer à l'intérieur un cathéter, un introducteur. Dans cet introducteur, on va ensuite faire parvenir des stents. Là, c'est le déploiement final de la prothèse avec les introducteurs qui sont en place. C'est délicat, très précis, extrêmement précis. Et il faut absolument mettre les trous en face de l'origine des artères rénales. Et là, vous voyez, on met en place ce stent qui est un ressort, un treillis métallique sur lequel il y a là aussi une prothèse qui va servir à maintenir la perméabilité de l'artère rénale que l'on veut garder perméable, et surtout qui va servir aussi à fixer, à rifter la prothèse pour qu'à la longue, les trous restent toujours à la même place. Alors c'est un traitement qui est relativement nouveau, il a été développé il y a seulement quelques années aux États-Unis, c'est ça, 5-6 ans Oui, on l'a dit, hein, le premier modèle, le prototype était réalisé en 98, ce qui pour la médecine est quelque chose de très récent. Et puis, au fil des années, ce sont des techniques qui se sont développées, améliorées, simplifiées, pour qu'on arrive maintenant à des choses qui nous permettent, avec l'évolution des techniques, de traiter des anévrismes de plus en plus compliqués. Alors on va voir une autre série d'images réalisées pendant l'intervention, la suite de tout à l'heure, où on voit bien finalement la précision, parce que c'est vrai que vous regardez l'écran, vous ne regardez pas vos mains. On scrute l'écran en permanence, hein, les matériaux sont introduits par les artères fémorales, donc au niveau de l'aine de chaque côté, et là on va orienter la prothèse en fonction de la position des artères rénales que l'on veut garder perméables, c'est-à-dire celles pour lesquelles les trous ont été conçus et dessinés. Et là on voit bien, c'est un petit peu ce qu'on a vu avant, le ressort, enfin voilà, on arrive à voir le déploiement partiel du ressort avec le repérage des artères, et vous voyez qu'on a les yeux fixés en permanence sur cet écran, et que là on oriente
dans le sens horaire ou anti-horaire les fenêtres pour les mettre en face de l'origine des trous des artères rénales. Ici, on commence à voir un premier stent qui est mis en place mais pas déployé, qui va servir pour déployer partiellement la prothèse. Alors c'est une intervention qui dure combien de temps à peu près? La durée s'est considérablement diminuée, hein? Alors, si vous voulez, la durée est d'environ 2 à 4 heures, mais maintenant qu'on fait des interventions de plus en plus complexes, eh bien de nouveau, on peut avoir des procédures qui durent 4 à 6 heures. Quand on voit ces images, ce qui est fascinant, c'est de voir que la conception de la chirurgie qu'on a il y a 20-30 ans, là, c'est complètement différent. C'est des écrans, c'est des procédures indirectes. C'est vrai que ça change complètement le concept de la chirurgie comme on l'entend, qui était réalisé il y a quelques années. Et là, au niveau des plus, la cicatrice est considérablement réduite on n'en parle même plus. Je veux dire, c'est une incision de l'ordre de 4 à 5 cm au niveau des plis de laine qui est cicatrisée en 7 jours, qui ne pose pas de problème de hernie, d'éventration, de choses comme ça. C'est vraiment un détail. Et pour vous dire à quelle vitesse le matériel progresse, maintenant, on peut réaliser ce type de procédure à travers la peau par des techniques percutanées, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de cicatrices. Alors le risque cardiaque est aussi diminué, donc je vous propose d'écouter l'anesthésiste. Regardez. Une chirurgie aortique conventionnelle où on va ouvrir le patient à un risque cardiaque supérieur à 5%, parce que quand on parle de risque cardiaque, c'est un risque d'infarctus post-opératoire, accident vasculaire cérébral. Là, le risque cardiaque est déjà, rien que le fait de décider de faire ce type d'intervention, on le baisse déjà en dessous de 5%. On se retrouve dans le même risque que d'autres interventions, qui peut être une carotide, une chirurgie du côlon ou autre. Donc ça change beaucoup. Dans notre prise en charge globale aussi, elle change, même au péropératoire, on n'a pas besoin de... c'est une chirurgie qui ne saigne pas beaucoup, donc on transfuse rarement. La douleur aussi, elle change beaucoup, puisque pour une chirurgie conventionnelle, on est des fois amené à leur mettre des péridurales thoraciques, à avoir une stratégie analgésique beaucoup plus agressive, parce que dans une chirurgie conventionnelle, le risque cardiaque et aussi respiratoire est important. Pour ce type de chirurgie, on utilise des ontalgiques classiques, hein, les mêmes ontalgiques qu'on ferait pour quelqu'un qui vient de se faire opérer d'une appendicite, c'est pas plus. Alors on va voir une suite d'images, toujours la fin un petit peu de l'intervention tout à l'heure, donc on voit toujours le déploiement. Toujours le même écran, hein, parce que tout se passe là, avec le déploiement d'un des deux stents, hein, le stent pour l'artère rénale droite, à gauche de l'écran, et vous voyez le ballon qui gonfle le stent à l'intérieur de l'artère rénale et à cheval sur l'endoprothèse fenêtrée. Et là vous vérifiez à chaque fois en injectant de l'iode. À chaque fois qu'on a mis en place le stent, on fait une petite injection d'iode, de produits iodés, pour être sûr qu'il est bien en place, que l'artère est bien perméable et que tout est étanche et qu'il n'y a pas de fuite vers l'anévrisme. Alors on l'a dit, c'est un traitement nouveau en France, donc ça fait aussi quelques années. Comment vous vous êtes formé? Est-ce que vous êtes allé aux États-Unis ou vous avez appris cette méthode? Ça commence aux États-Unis, donc on l'a dit, hein, la prothèse elle a été conçue en Australie, puis après il y a un grand centre qui s'est développé aux États-Unis à la Cleveland Clinic avec le professeur Roy Greenberg qui est vraiment celui qui a fait avancer cette technologie. Donc tous ceux qui se sont intéressés au problème sont allés voir là-bas comment ça se passait. Avec un collègue lillois qui lui avait passé plus d'1 an dans cette institution. On a ensuite enchaîné par 1 cas, 2 cas. J'allais à Lille, j'allais voir comment ça se passait. J'ai même opéré des patients marseillais à Lille au début pour certaines procédures un peu particulières. Donc c'est une forme de compagnonnage. Oui, pour être arrivé à être formé. Et petit à petit, on forme en France des centres, on ouvre des centres qui sont formés et qui deviennent autonomes de cette manière. On va juste donner une idée sur le nombre d'endoprothèses qui sont réalisées chaque année en France, à peu près pour... En France, il y a actuellement 10 000 anévrismes de l'aorte abdominale sous-rénale qui sont traités par an, dont 45%, ça fait 4 500 par endoprothèse. Et là-dessus, on doit arriver à... actuellement, on n'y est pas encore, mais il pourrait y avoir 5% des patients qui auraient besoin d'endoprothèse fenêtrée pour des anévrismes de l'aorte autour de l'aorte abdominale. Je ne parle même pas des anévrismes de l'aorte thoraco-abdominale extrêmement étendues, mais qui sont plus rares. Et au niveau du suivi du patient, comment ça se passe? Régulièrement, il vient passer des scanners, il peut avoir une vie normale? Alors, il peut tout à fait avoir une vie normale. Il faut savoir que pour vérifier que tout va bien, on va réaliser un scanner par an. Mais
ce qui, pour les patients, est tout à fait facile à réaliser. Et en plus, ce suivi, finalement, il se superpose au suivi que tout malade vasculaire doit avoir. Donc, on n'est pas dans un contexte où on rajoute réellement des consultations pour ces patients. Nous, au sein de la Timone, eh bien, on a développé plusieurs façons pour que le suivi soit le plus simple pour les patients. Ils peuvent venir à la Timone passer leurs examens, mais ils peuvent aussi, maintenant que les plateaux techniques se sont développés dans la région, réaliser un scanner à côté de chez eux et puis venir nous le présenter. Et je vais vous dire à la limite, pour en avoir l'expérience, les patients ils sont plutôt contents qu'on se soucie de leur santé, de savoir comment ils vont à distance et de ne pas avoir servi juste pour l'opération et puis après d'être délaissés. Parce que quel recul on a aujourd'hui sur la durée de vie de ces prothèses? On sait qu'elles sont fiables, mais ce qu'on peut dire, comme c'est récent, pour ces endoprothèses fenêtrées, maintenant, ceux qui ont commencé, ceux qui ont fait tout au début, ils ont plus de 10 ans de recul. Il y a des résultats qui sont publiés régulièrement. Il y a bien sûr quelques cas de retouches à faire parce que, comme toute intervention, il y a quelquefois des imperfections qu'il faut corriger au fil du temps. Mais globalement, en tout cas avec les 10 ans de recul, un peu plus de 10 ans de recul qu'on a pour les endoprothèses fenêtrées et quasiment 20 ans pour les endoprothèses de l'aorte sous-rénale, on sait que quand les choses ont été bien conçues au départ, que les mesures ont été bien prises et que l'endoprothèse a été bien faite sur mesure pour le patient, le résultat est durable. Chaque fois qu'il y a un peu du laisser-aller dans les mesures, en particulier pour les endoprothèses sous-rénales, c'est là qu'on s'est aperçu que les résultats étaient un peu moins durables. Donc quand l'indication est bien posée, on a de bons résultats. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, retrouvez-nous sur lcm.fr ou sur les réseaux sociaux. Très belle journée à tous.